Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RAL24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. La crise politique que traverse actuellement le Niger impacte l'Afrique. En effet, le risque d'une guerre interafricaine défraie la chronique. La raison, les menaces de la CEDEAO, mener une intervention militaire au Niger. Au lendemain du coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, la CEDEAO réagit et menace. Si sous une semaine Bazoum ne revient pas au pouvoir, les casques blancs, le bras armé de l'organisation interviendront. La sentence prononcée, l'Afrique s'emballe. D'un côté, les va-t-en en guerre, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. De l'autre, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée qui affiche une solidarité sans faille. Ces menaces sont réitérées hier jeudi. Une force d'intervention est en attente, conclut le sommet extraordinaire du bloc à Abuja. Et puis, il y a les puissances continentales comme l'Algérie qui jouent un rôle d'équilibriste dans la région depuis longtemps. Alger est ferme, elle s'oppose et prévient quant aux conséquences désastreuses d'une telle alternative. Derrière Alger, l'ensemble des personnalités panafricaines avec pour argument l'histoire récente. La Libye, le Mali, l'Irak, la Syrie et les exemples sont nombreux. L'opinion internationale, elle aussi, se scinde en deux. La Russie et la Chine s'alignent sur Alger et préviennent et prônent la voie diplomatique. L'Italie de Meloni également. Et sans surprise, les USA et l'Union européenne, ce duo pourtant habitué des interventions étrangères, fait exception pour le Niger, en raison de l'influence grandissante de la Chine en Russie. De la Chine et de la Russie en Afrique. Ces dernières étant anti-interventionnistes rassurent les populations de la région qui aujourd'hui ont le regard tourné vers l'avenir d'un monde multipolaire. De son côté, la France agonise en Afrique et semble vouloir abattre sa dernière carte. Vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de comprendre la dimension internationale de cette crise au Niger et de ses conséquences directes sur la CEDEAO et l'échiquier international. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Jonathan Batanguène, spécialiste des questions africaines, qui nous reçoit dans quelques minutes, et de Gamel Abina, observateur des questions internationales et journaliste. Messieurs, enfin, on commence avec Gamel. Bonsoir Gamel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Gamel, j'imagine que vous avez suivi le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier à huis clos à Abuja. Quels sont les moments forts, si on peut utiliser cette formule de ce sommet? C'est un sommet de rattrapage parce qu'effectivement, après avoir fait un ultimatum qui a expiré dimanche dernier, la CEDEAO a donné le sentiment de s'être décrédibilisée, sachant que c'est un ultimatum militaire. Une menace directe d'intervention militaire. Pour laquelle d'ailleurs elle n'avait pas vocation à faire, on en parlera. Et surtout, c'est un sommet qui donne le sentiment qu'un homme, en l'occurrence, Al-Hassan Ouattara, comme on l'appelle, était plutôt va-t-en-guerre. C'est plutôt celui qui portait un petit peu la tension, qui disait qu'il fallait intervenir, sachant en plus qu'il n'a pas de frontière commune, évidemment, avec le Niger. Et il a essayé de convaincre, il semble avoir convaincu le gros, j'allais dire, le gros bloc dans la CEDEAO, la grosse puissance militaire et économique, qui est le Nigeria, puisque ce sommet s'est tenu à Abuja. Donc cette façon de le convaincre avec un discours un petit peu pratiquement presque j'ai le sentiment que c'est un discours un peu éliminé de quelqu'un qui est inquiet. Il a raison de l'être d'ailleurs. De se dire que des pays tombent les uns derrière les autres dans des coups d'État militaires, mais c'est pas seulement cela qui inquiète ce monsieur et d'autres, c'est que ces pays font cause commune, se sont solidarisés avec le Niger, et que ces pays ont un discours panafricain. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, on a des pays qui sont prêts à intervenir militairement pour soutenir un autre coup d'État militaire qui se réclame étant un coup d'État militaire souverainiste, donc pour récupérer effectivement non seulement sa liberté politique, mais sa liberté économique. Est-ce que finalement, ce sommet a été annoncé comme étant le sommet des réponses au Niger, pardon, est-ce que finalement la situation reste toujours aussi incertaine? Parce que la CEDEAO n'a pas donné de réponse claire, et à part des sanctions encore, cette batterie de sanctions. Sanctions qu'on a déjà observées au Mali, qui ont fini par être retirées à la suite des négociations directes. La CEDEAO est partie un peu vite en besogne. Elle parlait d'interventions militaires, d'interventions musclées, sans tenir compte des réalités géographiques, des réalités
évidemment, qui concerne un pays enclavé avec d'autres pays autour qui ont quand même des relations particulières, avec une Algérie qui ne veut plus entendre parler de guerre à ses frontières, parce qu'il y en a partout, avec un Mali et un Burkina qui sont immédiatement solidarisés avec la Guinée aussi, avec, et surtout c'est plus important, le sentiment qu'au lieu de discuter et d'amener un débat, une négociation directe avec les putschistes, elle a préféré dire on va intervenir militairement. Ça a été une erreur, il y a eu une marche arrière évidente, on le voit bien, et aujourd'hui on parle à la fois d'une ouverture à la négociation, donc c'est ce qui est priorisé, et en même temps on met en alerte une armée qui, il faut le rappeler aussi, n'est pas une armée au départ d'intervention militaire pour donner le coup de poing, mais qui c'est des casques blancs, vous l'avez dit, qui est plutôt une armée pour calmer les tensions, pour faire des zones tampons, pour ramener la paix civile, mais en aucun cas pour renverser un pouvoir qu'ils considèrent comme étant illégitime. Vous venez de dire que les casques blancs n'ont pas de rôle d'intervenir pour gérer des conflits, sont plutôt là mis en place pour gérer des conflits et des tensions. Quel est le rôle finalement de la CEDEAO? Alors la CEDEAO s'est fondée au milieu des années 70 par deux dirigeants, d'ailleurs deux généraux, deux militaires, un Togolais, Yadema, et un militaire, nigérien, dont j'ai perdu le nom. Je crois que c'est Gowon, il me semble. Gowon. Et donc ils se sont mis d'accord tous les deux pour faire une alliance économique qui avait pour visée d'ouvrir les frontières, d'intensifier les échanges de la région de l'Afrique de l'Ouest et de faire en sorte de créer de la richesse. Alors, en gros, ce groupement économique représente moins de 700 milliards de PIB, dont le gros du PIB est fait par le Nigeria, pays exportateur de gaz, de pétrole, qui est un pays très riche, avec la plus forte population, 213 millions d'habitants, contre le reste de l'Afrique qui est arrimé avec ce pays-là. Alors, le Nigeria est un pays anglophone qui a été rejoint par le Libéria, anglophone aussi. Il y a un pays lusophone aussi qui est rentré dans la CEDEAO, mais l'essentiel des pays de la CEDEAO, c'est les anciens pays de l'AOF, les anciens pays de l'Afrique francophone. Donc la plupart des pays francophones se sont ralliés au Nigeria dans l'espoir de créer une dynamique économique et dans l'espoir de bénéficier de la réussite du Nigeria qui, elle, est réelle puisque c'est une des 4 premières puissances économiques africaines. Parmi les objectifs de la CEDEAO qu'elle a affichés dès sa création et en particulier ces dernières années, l'horizon 2027 avec une monnaie commune. Qu'en est-il de ce projet? Alors cette fameuse monnaie commune qui aurait dû s'appeler l'ECO, et ça fait même pas écho en vérité dans les salles de marché puisque tout le monde en rit pratiquement. C'est une monnaie qui avait été voulue par le Nigeria d'ailleurs, parce que le Nigeria s'inscrit plutôt dans une logique indépendantiste, très Commonwealth, très volonté de s'affranchir de la tutelle anglaise évidemment et française a fortiori, et considérer qu'il fallait une monnaie qui soit détachée du franc CFA, qui est une monnaie de tutelle utilisée par les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et qui fait un frein littéralement à ce marché commun voulu par le Nigeria puisque c'est lui la locomotive. Et donc ils ont proposé cette monnaie, plusieurs rounds de négociations, 2018, 2020 ça aurait dû être le parachèvement de la station de la monnaie. Le Covid a été un prétexte pour dire qu'on n'a pas pu, mais en vérité c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est qu'on a deux décisions différentes. Il y a le Nigeria qui s'inscrit dans une décision de souveraineté monétaire et d'avoir une banque centrale africaine un petit peu dans le modèle de la Bouba, par exemple l'ex-Bouba ou la Banque centrale européenne ou encore la Réserve fédérale américaine, donc une banque centrale africaine de la région qui battrait monnaie et qui serait détachée de la France. Et de l'autre côté, on a Alassane Ouattara qui, lui, au contraire, considère, parce qu'il se croit expert économique, qu'il faut continuer à rester accolé au franc CFA et donc à la France, parce que selon son argument, le seul argument qu'il a développé, il dit que la convertibilité est possible en euros et surtout qu'il n'y aura pas de perte de valeur parce que les taux sont fixes. Les taux sont fixés par la France et sont arrimés à l'euro. Donc c'est deux visions de la monnaie qui s'opposent et aujourd'hui on parle de cette monnaie qui serait créée en 2027. C'était repoussé en calendrier grec. Justement, vous avez parlé de Alassane Ouattara et on l'a vu durant ce sommet de Abuja. Il a pris les devants et même au sein de la CEDEAO et au sein des projets, on va dire, souverainistes de la CEDEAO, il prend de l'avant. Quel est le rôle de Alassane Ouattara finalement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Je trouve que l'ironie du sort, c'est qu'Alassane Ouattara, il fait quoi? Il est arrivé par un coup de force lui aussi, il a oublié, dans des élections qui ont été largement disputées face à son concurrent qui était le président de l'époque, d'ailleurs, il faut le rappeler, Gbagbo, qui a été malmené, qui a été même traîné à la CPI, comme s'il avait commis des crimes, alors qu'il finalement, il n'a eu aucun crime, il a été poursuivi pour rien, qui a fait de la prison gratuitement et qui aujourd'hui, et surtout sa femme, Simone, veut en prendre sa revanche face à Ouattara, considéré comme l'agent de la France. Ouattara est marié avec une Française, Ouattara a le discours, effectivement, de la défense du franc CFA, c'est un homme réellement qui a un discours pro-France, donc
néocolonialiste littéralement dans sa démarche, c'est un endocolon, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, et qui n'est pas tellement aimé dans la région, mais qui est le plus battant en guerre. Il n'en a pas les moyens, il n'a pas d'aviation, il n'a pas les moyens de porter ses troupes, mais par contre, il demande au Nigeria, qui lui par contre est c'est un géant militaire dans la région, il demande au Nigeria d'intervenir. Donc il est très battant en guerre, il pousse à fond pour qu'il y ait une intervention, parce qu'il est inquiet chez lui. Il est arrivé par un coup de force, il a été maintenu par les Français, l'intervention militaire française à l'époque, c'était pour lui garantir sa sécurité. C'est quand même la destruction de l'aviation en Côte d'Ivoire et l'intervention directe face à Gbagbo qui a été mis en prison. Donc tout ça donne le sentiment que c'est un homme qui donne des leçons à l'extérieur, alors que chez lui déjà, c'était pas tellement clair son élection, qui a après été considérée comme un valide en 2011. Il n'en demeure pas moins qu'au départ, ça s'est mal passé. Donc il y a eu quasiment une guerre civile qui a failli démarrer en Côte d'Ivoire, on y a échappé, mais tout de même, c'est l'homme du nord de la Côte d'Ivoire qui arrive drapé de valeurs qui ne sont pas les Africains dans l'absolu, et qui défend bec et ongle son alliance, sa soumission au franc CFA et donc à la France et à la Banque centrale française en l'occurrence. Il y a eu un autre événement qui a attiré l'attention des médias durant ces dernières 24 heures. C'est l'annonce au niveau des chefs d'état-major de leur rencontre dès demain à Accra, au Ghana. À votre avis, quels sont les scénarios possibles suite à cette réunion au niveau des états-majors? Comme je vous le disais tout à l'heure, le sentiment général, c'est qu'ils essaient de rattraper leur image. Ils essaient de donner le sentiment que finalement, ce coup de semonce qui a été fait pour dimanche dernier, ultimatum, quand même, chantage, quoi, c'est ça, un chantage, sachant qu'en plus le président est entre les mains des putschistes, le risque de faire tuer le président et sa famille, ce qui n'est pas rien. Donc négociation complètement avortée, il n'y a pas eu de négociation, il y a eu un coup de chantage, maintenant on discute de négociation, mais on veut montrer aussi que cette force d'intervention spéciale rapide, qu'ils ont mis en alerte hier d'ailleurs, et donne le sentiment qu'elle pourrait intervenir, donc c'est une sorte d'épée de Damoclès. Ils savent que l'Algérie ne veut pas l'intervention militaire, ils savent que les États-Unis qui sont rapprochés de l'Algérie ne sont pas favorables à cela. Les Français disent qu'ils sont favorables aux décisions prises par la CEDEAO parce qu'effectivement, ils ont beaucoup à perdre dans la région. Ils ne sont pas non plus eux-mêmes favorables à l'intervention directe de la France et ils voudraient que les Africains fassent leur propre travail. Le problème, c'est que ce n'est pas les populations qui décident, c'est les dirigeants qui ne sont pas forcément aimés et qu'aujourd'hui, ce coup de pression militaire, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler, une espèce de tentative de créer un bloc interarmé pour intervenir comme ils l'ont fait à l'époque dans d'autres pays, mais à l'époque pour garantir la paix, non pas la guerre, eh bien ce coup de bluff militaire, sans doute, je l'espère, est juste une façon de dire que la CEDEAO finalement ne s'est pas décrédibilisée. Mais à l'image de l'Europe, qui n'est pas une Europe politique mais économique, la CEDEAO n'est pas n'est pas un groupement politique mais bien économique et n'a donc pas les moyens d'intervenir militairement de façon coercitive pour placer ou déplacer un pouvoir qui vient d'arriver. Les populations de l'ensemble de la région ouest africaine et africaine et même dans le sud globalisé s'opposent de plus en plus aux interventions étrangères et l'histoire récente du monde et même l'histoire ancienne leur donne raison. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les voix ouest-africaines ne sont pas écoutées par la CEDEAO? Parce que la CEDEAO, c'est un peu comme la Commission européenne, quand elle prend des décisions, elle ne consulte pas les populations. Elle considère qu'elle a une souveraineté totale sur ces décisions, elle se considère souveraine parce que élue, par qui on ne sait pas, parce que la CEDEAO, ça reste quand même un groupement d'États. Donc il n'y a pas de décision directe du peuple. Le peuple n'intervient pas, ne le consulte pas. Et vous savez, pour faire la guerre, en règle générale, on ne consulte pas les peuples. Si on pose la question au peuple, est-ce que vous voulez faire la guerre, la réponse est à non à 95%. Je donne un exemple très concret. Les interventions militaires, c'est quoi? C'est la destruction de la Libye, on le sait aujourd'hui, qui a littéralement géré des tensions, des crises et une dissémination de l'arsenal militaire de Kadhafi, le malheureux. C'est la destruction de la Somalie aussi, il y a 4 micro-États. C'est la destruction, évidemment, de la Syrie, de l'Irak, et j'en passe des meilleurs, du Soudan, partitionné en 2 et peut-être en 3, l'objectif est affiché. C'est la destruction de beaucoup de pays, parce que les interventions militaires n'ont conduit qu'à la catastrophe et la famine pour certains pays. Et c'est la destruction des pays qui, aujourd'hui, ont compris, je parle des peuples, qu'il ne faut plus recommencer. On a vu que récemment, on a failli échapper à une guerre civile entre le Tigré et le pouvoir central en Éthiopie. Et à chaque fois, ces tentatives de déstabilisation sont liées à un nouvel échiquier international, à savoir un retour de la Russie, de la Chine, donc un multilatéralisme qui est clairement affiché. Et de l'autre côté, un Occident recule qui donne le sentiment qu'effectivement, la politique de la canonnière est de retour par des potentats locaux qui vont faire le travail à leur place. Autre question, Gamel, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Niger est en train de déchaîner les passions autant entre ceux qui sont pour ce coup d'État et ceux qui sont contre le coup d'État? Je parle de l'opinion publique africaine et internationale, évidemment. Je parle des populations. Alors le panafricanisme qui a le vent en poupe actuellement, il faut le rappeler, c'est une conscience collective de l'Afrique, une et indivisible, qui a connu les mêmes misères, les mêmes malheurs, la colonisation, l'esclavage, la spoliation, le massacre, les guerres. Donc ces gens, cette jeunesse
qui est consciente, qui est éduquée, qui a connu Sankara, qui a connu Lumumba, qui a connu Nasser, aujourd'hui dit stop à l'impérialisme. Parce que c'est bien une question d'impérialisme. L'impérialisme, c'est quoi? C'est comment voler de façon militaire les richesses d'un pays sans tenir compte des peuples. Et eux, ils n'en veulent plus. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions au Niger? Parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un des principaux pourvoyeurs d'uranium dans le monde. C'est pas rien, une des plus grandes réserves. Ensuite et surtout parce qu'aujourd'hui, on a découvert du pétrole. L'Algérie travaille sur le nord du Niger avec un forage de pétrolier. La Chine dans le sud du Niger. On a découvert d'immenses réserves d'or. Il y a 800 000 Nigériens qui vivent de leur paillage. On a découvert d'autres terres rares. On a découvert que ce pays était immensément riche avec un peuple très pauvre, un des plus pauvres au monde. On a découvert que le Niger était très jeune, 7 enfants en moyenne par femme. C'était le pays le plus jeune de la Terre. Donc tous ces éléments d'un pays enclavé font qu'il peut devenir demain une très grande puissance. Mais pour cela, il faut des partenariats solides. Et les peuples africains ont compris que 60 ans de néocolonialisme économique n'ont rien apporté de bon. Et que peut-être le partenariat avec la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, la Turquie, des pays comme ceux-là qui sont moins enclins au néocolonialisme, qui n'ont jamais été des pays colonialistes, eh bien ces pays-là pourraient être effectivement des partenaires sérieux, solides et permettraient peut-être enfin un développement équilibré de l'Afrique, un bien-être et un retour à la paix. Merci Gamel. On sait que les populations africaines, et on l'a dit durant l'introduction, ont le regard tourné vers leur avenir, ce qui est normal. Par contre, il y a une question qui s'impose d'elle-même. Les sanctions de la CEDEAO, on les a vues avec le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée, ont été sans précédent, mais là aussi, elles montent d'un cran. Pourquoi cette montée d'un cran de la CEDEAO, Gamel? Simplement parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord parce que la France est inquiète pour ses approvisionnements, et on peut le comprendre. Ensuite parce que la CEDEAO, c'est le cœur battant, c'est le cœur militaire des États-Unis dans la région. Ils ont installé une base qui a coûté 100 millions de dollars à Agadez, une très grande base. Ils ont deux bases militaires, il y en a une à Agadez et une à Niamey, à la capitale. Et donc ils ne veulent pas que cette base soit déplacée par des courants qui seraient nationalistes. Et pour finir, parce que les pays qui sont à la manœuvre et qui sont inquiets, mais sincèrement inquiets, c'est les pays qui se rendent compte qu'il y a un effet domino. Que la plupart de ces régimes nationalistes, parce que ce sont des militaires nationalistes qui s'inspirent de Sankara, prennent le pouvoir et se mettent d'accord entre eux, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Et donc, à partir de là, ils disent, à qui le tour? Qui sera le prochain sur la liste? Parce que maintenant, quand ils ont, c'est pas un coup d'État au Mali, c'est une multiplication de coups de force avec des gens qui sont d'accord entre eux et dont les moyens de coercition, à savoir des sanctions économiques, n'ont rien donné. Le Mali n'a pas reculé, le Burkina ne recule pas, la Guinée c'est autre chose, mais en tous les cas, il n'a pas reculé non plus. Mais on voit bien que les sanctions économiques ne portent pas, et j'en veux pour preuve l'exemple très très frappant, la Libye ou l'Irak ont subi entre 30 et 40 années de sanctions économiques. Ça n'a pas bougé les pouvoirs. Les peuples, quand on les sanctionne, ils se solidarisent avec leurs dirigeants. Donc ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas. Et l'inquiétude qu'ils ont aujourd'hui, c'est de se dire, mais qui sera le prochain sur la liste? Parce que je rappelle quand même que le Nigeria, par exemple, était coutumier du fait des coups de force de généraux. Et que rien n'interdit, si jamais ils tentaient une intervention militaire, par exemple, qu'il y ait un coup à l'intérieur du pays qui mettrait totalement à mal leur pouvoir. Donc ces questions sont posées avec acuité, sur l'autel évidemment classique de l'interventionnisme occidental, la démocratie. Merci Gamel. Et Jonathan Batangen vient juste de nous rejoindre. Bonsoir Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre. Bonsoir Simon, bonsoir à mon frère Gamel et bonsoir à toute l'Afrique qui nous écoute, à tout le monde, à tous les fidèles téléspectateurs de Al24. C'est déjà une habitude ici de vous retrouver et c'est un réel plaisir que d'intervenir devant ce magnifique public. Merci Jonathan. Je viens vers vous Jonathan. Alors Gamel a commencé à nous en parler tout à l'heure de Alassane Ouattara, du rôle qu'il est en train de jouer au sein de la CEDEAO, de prendre le relais de l'impérialisme ici en Afrique. Aux côtés de Alassane Ouattara, il y a aussi Faure Gnassingbé, dont la légitimité est fortement contestée et son accession au pouvoir aussi. Et pourtant, ça a été les premiers à soutenir la décision de la CEDEAO de mettre en place une force militaire qui est en attente pour l'instant. Pourquoi est-ce que ces deux dirigeants ont directement sauté sur cette occasion pour, on ne le souhaite pas, mais aller vers une guerre en Afrique? Déjà, il faut le dire, l'idée d'une force en attente n'est pas nouvelle. Les forces en attente, ça existe, je crois, il y a 5 brigades en Afrique qui sont des forces en attente de l'Union africaine. Et l'idée d'une force en attente qui serait celle de la CEDEAO, c'est simplement raviver ce principe-là, qui était à la base un principe qui visait à rendre... Jonathan,
Je crois qu'on a perdu Jonathan. Je reviens vers vous, Gamel. Je laisse cette question en suspens. Gamel, durant très longtemps, allô? Gamel, vous m'entendez? Oui, allô, je vous écoute très bien. Très bien. Gamel, durant très longtemps, les observateurs estiment que durant très longtemps, la CEDEAO n'a rien dit sur bon nombre de coups d'État et même sur les exactions de certains dirigeants africains. Et aujourd'hui, elle se veut la gardienne de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que le Niger devient une nécessité démocratique pour la CEDEAO et pourquoi ce deux poids, deux mesures, justement? Alors, le Niger, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect évidemment économique, on l'a bien compris, entre les liaisons qui passaient par le Niger, de ce fameux gazoduc qui est très important sur un plan géopolitique, géoéconomique, puisque effectivement, ça profitait à la fois au Niger et à l'Algérie, et au Niger, et au Nigeria, bien sûr, le pays émetteur, mais surtout parce que, en dehors de la base américaine, en dehors des intérêts français, en dehors de beaucoup de choses, j'ai envie de dire que c'est la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. C'est-à-dire que le sentiment général, c'est que si on laisse passer le Niger, il y aura d'autres coups d'État, et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Et en même temps, la CEDEAO s'est décrédibilisée parce qu'ils ont accepté assez facilement, finalement, la passation de pouvoir père-fils d'un homme, Idriss Déby, qui meurt au combat, semble-t-il, qui a été tué, on ne sait pas, on ne connaît pas les circonstances exactes. Bref, il meurt au combat et son fils prend le pouvoir et les Français se précipitent pour dire merci, félicitations au nouveau détenteur du pouvoir qui n'est pas élu démocratiquement. Il n'y a pas d'élection. Donc ces questions de démocratie sont à géométrie variable. Dans un Niger faible, il faut qu'il y ait une démocratie, mais dans un Tchad qui serait plus ou moins fort, là, la démocratie n'est pas nécessaire parce que c'est du pétrole et du gaz. Donc il faut vraiment faire attention à cette idée que ce qui est perçu par la population de la CEDEAO, donc les peuples africains, c'est ce deux poids deux mesures, ce double standard qui donne le sentiment que les dictateurs qui sont sympas avec l'Occident, on les garde au pouvoir, et ceux qu'on aime moins parce qu'on ne les connaît pas, et on n'en veut pas. Et c'est un peu ça qui ressort en règle générale. C'est pour ça qu'ils ont peur du phénomène Niger, parce qu'effectivement, en un an, 4 pays sont passés de l'autre côté, et l'autre côté, on l'a bien compris, c'est le bloc de l'Est. Très bien, je reviens vers Jonathan qui nous a retrouvés. Jonathan, rebonsoir. On attend la suite de votre réponse. On a encore perdu Jonathan. Par contre, cette question, j'aimerais bien avoir aussi l'avis de Gamel Abina sur cette question justement. Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé qui se veulent aujourd'hui des va-t-en en guerre. Et est-ce qu'on peut considérer le discours de Alassane Ouattara prononcé hier comme une déclaration de guerre? Alors malheureusement, Alassane Ouattara en fait beaucoup. On a vraiment l'impression qu'une sorte de marionnette comme ça qu'on met sur un genou et qui répète ce qu'on lui dit de répéter. Il est effectivement extrêmement va-t-en guerre. C'est très dommageable pour lui parce que les conséquences peuvent être très lourdes. Faure Gnassingbé et Ouattara ont une chose en commun, en dehors du fait qu'ils sont arrivés dans des conditions assez particulières. Ils étaient mal élus en vérité. On a l'impression qu'ils ont été placés de force. Eh bien, la question qu'ils posent, c'est de se dire qu'ils ont un point commun, c'est la langue. Ils parlent tous les deux français. Et comme par hasard, les plus va-t-en guerre sont ceux qui sont francophones. Pourquoi? Parce que ceux qui ont plus à perdre au Niger, c'est la France, on le sait. Évidemment, M. Macron n'aime pas et ne veut pas la guerre, on l'a bien compris. Mais il serait fort aide de voir des pays comme ça, un petit peu, entre guillemets, des pantins, j'utilise un terme un peu fort, des pays qui seraient un peu aux ordres et qui accepteraient de faire un sale travail à sa place. Donc c'est ce qu'on appelle des guerres par proxy, des guerres par destination, par procuration, qui évitent de s'exposer comme étant la puissance coloniale qui fait la guerre, et qui permet de donner à des gens qui ont été déplacés, ça rappelle un peu les réseaux Foccart, par De Gaulle, des gens qui sont parfaitement adoubés par la France et qui permettraient de garantir les intérêts de la France sans se salir les mains. C'est ça la question qui se pose. Merci Gamel. Jonathan, vous m'entendez? Jonathan ne nous a pas rejoint. Je continue avec vous, Gamel. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez commencé à en parler justement, que la CEDEAO aujourd'hui, ou encore Alassane Ouattara, qui veulent aller vers une guerre au Niger, n'ont pas vraiment les moyens, puisqu'on sait très bien qu'il y a des pays qui sont pauvres aujourd'hui en Afrique, et en même temps, le développement est une question cruciale. Comment va être financée cette guerre, finalement? Alors ça, c'est le financement classique par la dette. Je prends l'exemple, par exemple, de la guerre d'Irak, où l'Arabie s'est endettée pour faire venir les troupes américaines, 300 000 hommes, et payer tout l'effort de guerre. Ben, ce sera un peu pareil, c'est-à-dire que ces pays ont un pays quand même qui est un coffre-fort, on va le dire, le Nigeria. Le Nigeria a les moyens de faire une guerre, il n'y a pas de problème. Il a les moyens humains, matériels et financiers. Mais c'est vrai que si la guerre dure, et surtout s'il y a une conflagration, une guerre qui ne se limite pas au Niger, mais à d'autres pays de la région, là, c'est ce qu'on dit. On sait toujours qu'une guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit.
eh bien effectivement, s'il s'engage dans ce cercle vicieux, d'abord ça va déstabiliser toute la région du sud, du centre de l'Afrique quasiment, et surtout c'est que les risques, encore une fois, sont incalculables, parce que là on voit bien que les peuples qui voient les coups d'État applaudir ces militaires sont forcément vent debout face à une décision prise de l'extérieur de personnes qui n'ont d'ailleurs aucun droit de faire ces guerres. Il n'y a pas de mandat onusien, il n'y a pas le droit international qui les autorise, ni même les statuts de la CEDEAO. Donc c'est vrai que de s'engager là-dedans, de financer une guerre à perte, parce que ce sera de pure perte, pour satisfaire les desiderata de certains qui veulent de la démocratie de force, ce serait effectivement très préjudiciable pour la région. La CEDEAO a déjà mené des interventions dans notamment la Gambie ou encore la Guinée-Bissau. Mais quelle est la différence entre cette menace d'une intervention imminente au Niger et les anciennes interventions qu'elle a menées? Je signale aussi qu'un contingent des casques blancs avait rejoint l'opération Barkhane. Dans le mot casque blanc, vous avez tout mis. C'est garantir le pouvoir en place, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pas nécessairement démocratie, et empêcher une dégradation d'une guerre civile quand il y en a une qui va démarrer, ou des groupes interethniques. Enfin, c'est faire en sorte de calmer le jeu, c'est ne pas déposer les pouvoirs, mais de garantir qu'il n'y ait pas une dégradation d'une accélération de la guerre dans un pays, faire en sorte que le pays ne se désagrège pas. Ça, c'est un peu le principe des casques bleus onusiens. Ils font plein de force, la finule, un peu partout qu'on place, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'accélération ou de tension qui augmente. Donc c'était une vocation qui était quand même plutôt faiseuse de paix. Et là, toutes leurs interventions n'ont jamais conduit à des massacres ou alors même la volonté de vouloir déposer un pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est autre chose. On va intervenir dans les affaires intérieures d'un pays qui est souverain, rappelons-le quand même, parce qu'on n'est pas content d'un coup de force fait par des Nigériens. Ça n'a pas été fait par les Russes ou je ne sais quelle force extérieure. Donc c'est une intervention qui serait considérée comme néocolonialiste de la part de supplétifs perçus comme supplétifs de la France. Et effectivement, si jamais, contrairement aux autres pays où c'était demandé par la population, on avait à cœur que les tensions soient stoppées, qu'on puisse amener la paix, là, c'est pas une intervention pour amener la paix, c'est une intervention qui ouvrait la voie vers des guerres. La crise qui est en train est-ce que cette crise finalement est en train de montrer que la CEDEAO a besoin d'une réforme profonde de Jonathan? Oui, effectivement, cette crise montre que la CEDEAO a besoin d'une réforme profonde. Quand vous regardez, il y a une absence de consensus. Dans le communiqué qu'a produit M. Alassane Dramane Ouattara, vous remarquez qu'il n'y a pas de consensus. Il dit bien et se justifie que le communiqué engage 3 pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria. Quand il revient à la fin et dit ce n'est pas parce que c'est le Bénin, parce que c'est le Nigeria, parce que c'est la Côte d'Ivoire, que c'est un problème entre Nigériens et ces pays-là, il veut bien montrer qu'il y a un malaise, il y a un mal-être des autres pays qui ne veulent pas s'identifier à ces résolutions qui ont été prises. Il y a une cassure qui est observable, il y a une cassure qui est réelle et ces pays se distancent de la position de ces 3 autres et bien sûr le Togo que vous avez signalé et montre très bien qu'on a aujourd'hui une CEDEAO à deux vitesses. Non seulement une CEDEAO des élites qui n'est plus portée par l'ensemble des présidents de cette organisation, mais également une CEDEAO des peuples qui tend à influencer la position d'un ensemble de dirigeants. La CEDEAO des peuples, c'est cette CEDEAO qui brave les embargos, notamment au Mali. Vous avez vu des leaders d'opinion et des leaders politiques braver l'embargo contre le Mali en partant de Dakar et franchissant les barrières frontalières sans tenir compte de ce dernier jusqu'à Bamako. Donc cette CEDEAO des peuples est aujourd'hui en train de prendre le dessus sur la CEDEAO des élites. Et cette CEDEAO des peuples est en train d'influencer la position des élites de la CEDEAO au point où certaines élites se retirent du consensus qui existait hier sur le Mali. C'est une grande victoire de cette CEDEAO des peuples. Et vous parlez d'une réforme. Oui, il faut une réforme, mais une réforme de quoi? De la CEDEAO, peut-être qu'on devrait penser à quelque chose de plus grand. Parce que quand vous regardez la coalition qui a été formée autour du Niger pour répondre à cette coalition militaire qui était organisée autour de l'OTAN et de ses larmeurs en Afrique de l'Ouest, quand vous regardez cette coalition n'a pas seulement une connotation des pays d'Afrique de l'Ouest.
on a l'Algérie qui était finalement rentrée dans la danse et qui a montré un soutien clair au Niger. Quand vous observez ce genre de ralliement, vous avez des pays comme l'Éthiopie qui ont manifesté leur volonté de venir soutenir le Niger. Vous avez des pays d'Afrique centrale qui ont manifesté leur solidarité avec le Niger. Quand je parle d'Afrique centrale, vous avez des pays comme le Tchad, où ça a jasé. On a le ministre de la Défense qui a clairement dit qu'il ne comptait pas continuer d'échanger. C'était à une réunion officielle hier, à 10 heures. Au palais présidentiel, le ministre de la Défense, le général Daoud, qui a dit que lui, il ne veut plus échanger avec un homosexuel. Et il faisait allusion au président de la France, dont Emmanuel Macron. Donc, vous avez une solidarité qui dépasse désormais simplement le simple cas de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'on ne parle plus simplement de la réforme de la CEDEAO, on parle de la réforme profonde même de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui... Je me permets de vous... La force en attente. Tout à fait. Allez-y, madame. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, au sein de la CEDEAO, les courants qui sont en train de traverser le monde, d'un côté, un monde qui se veut, ou bien un tiers-monde qui se veut de plus en plus multipolaire avec des échanges gagnant-gagnant, et un monde qui se veut fidèle à l'ancien modèle qui est basé sur le néo-impérialisme, et l'impérialisme est en train de traverser aussi la CEDEAO et l'Union africaine? Tout à fait. On assiste effectivement de manière historique à des lignes d'affrontement entre le monde multipolaire africain et le monde unipolaire africain. Ceux-là qui sont dans l'ancien logiciel, par exemple les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Nigeria, qui ont encore cette lecture passéiste qui est restée dans les canons de l'unidimensionnalisme états-unien, et qui pensent que le monde devrait se faire sur le modèle libéral occidental et que ce monde-là devrait triompher de l'ensemble des autres idéologies. On a de l'autre côté ce nouveau monde qui est en train d'émerger, ce monde multipolaire avec ses forces de propulsion en Afrique, l'Algérie, le Mali, le Niger désormais, le Burkina Faso, le Centrafrique, le Cameroun, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, de plus en plus des pays qui n'hésitent pas à se solidifier autour d'un bloc et à faire front contre ces puissances, ces pays africains qui sont dans le monde d'hier. C'est des lignes de fracture qui sont désormais réelles sur le continent africain et ces lignes de fracture tendent à s'organiser autour d'alliances même militaires. Parce que ce qui a essayé de se faire au niveau du Niger nous a montré que l'échec du monde unipolaire, comme ça se fait dans le monde, cet échec ne se fera pas sans finalement une guerre, un affrontement entre les puissances unipolaristes et les puissances multipolaristes. Très bien, merci. Au niveau de l'Afrique, fort heureusement, le Niger a réussi son combat. Le Niger est en train de réussir son combat et la solidarité des forces multipolaires africaines est assez bien solide, si bien qu'elle a réussi à dissuader ceux-là de venir en aventure sur son territoire. Justement, il y a un point qui est très important. Je commence avec vous, Jonathan, sur cette question. Je veux votre avis à tous les deux. On a pu observer comme une volte-face de la part du président en exercice de la CEDEAO, président du Nigeria. Bola Tinubu, d'un côté, avait commencé à encourager cette intervention militaire qui est, rappelons-le, en suspens. Mais il y a eu une volte-face ce week-end et il a voulu plus mettre en avant la diplomatie. Pourquoi cette volte-face de Bola Tinubu ? Cette volte-face s'explique par des situations anthropologiques assez fortes au Nigeria. Il y a des contradictions anthropologiques. Vous savez, le Nigeria, c'est près de 20% de la population qui est Haoussa. Les Haoussa, c'est une ethnie qu'on retrouve dans les États comme Nasarawa, Kano, Zamfara ou bien Maïdougouri. Et Maïdougouri, c'est des épicentres de ce qu'on appelle le Boko Haram, donc des zones qui sont assez sensibles. Les Haoussa sont 52% de la population du Niger. Vous comprenez un peu les pesanteurs de cette situation. Et les gouverneurs des régions Haoussa sont allés voir Bola Tinubu
avant-hier pour lui faire le week-end dernier, pour lui faire comprendre qu'ils ne seront pas du côté du Nigeria en cas d'intervention sur le territoire du Niger, parce que eux, ils sont plus rattachés au Niger sur le plan anthropologique. Vous avez également ce qui s'est passé hier, la visite des autorités ecclésiales du Nigeria, et même des représentants de communautés, par exemple l'émir de Kano, le sultan de Sokoto. Ils sont allés rencontrer le président Bola Tinubu et l'ont découragé de s'engager dans une telle aventure. Et ces autorités ecclésiales ont clairement fait comprendre, par exemple, le leader de la Tidjaniya nigérienne, ils ont fait comprendre au président Tinubu que les sanctions injustes contre le Niger constituent une véritable menace contre leur communauté, parce que leurs communautés sont assez bien représentées au Niger. Et ensuite, il y a aussi le vote qui est intervenu en début de semaine, en fin de semaine dernière, en début de semaine par le Parlement nigérien. Les sénateurs ont voté contre une intervention du Nigeria au Niger. Donc, tous ces facteurs font que finalement, Tinubu est en minorité dans sa perspective. Mais j'aimerais un peu appuyer le point sur Tinubu. Mais qui est Tinubu? Tinubu, c'est un narcotrafiquant. C'est quelqu'un dont le nom apparaît dans les rapports du FBI qui ont filtré à travers les Pandora Papers. C'est un narcotrafiquant qui est très empêtré dans les réseaux du trafic de cocaïne et de drogue. Je pense que sur le portrait de Tinubu, on va essayer de consacrer une autre émission au Nigeria. Je veux qu'on reste concentré sur le Niger, justement, et la CEDEAO. C'est très important de comprendre parce que le Niger constitue aussi pour cela une route de transit de la drogue très importante. Donc, pour eux, ce n'était pas seulement une intervention qui visait à déloger ceux qu'ils appellent les poutistes, mais en fait les révolutionnaires nigériens. C'était aussi une opération qui visait à restaurer une route de transit de ces substances illicites et à assurer le contrôle de cette route. Donc, il y a plusieurs enjeux qui transparaissent dans cette opération. Donc, Tinubu a été mis en minorité dans un projet qu'il engage personnellement et de manière objective, ceux qui ont constaté que ça allait mettre en péril les équilibres sociologiques du Nigeria l'ont dissuadé de ne pas s'engager dans cette aventure. Et aujourd'hui, il est face à un dilemme. Soit il défend ses intérêts personnels qui sont des intérêts mafieux, soit il s'engage à respecter l'avis du peuple majoritaire du Nigeria. Très bien, merci Jonathan. Je passe à vous, Gamel Abina, et je vous pose la même question. À votre avis, qu'est-ce qui a conduit Bola Tinubu à faire une volte-face quant à une intervention imminente au Niger? C'était évoqué à l'instant, effectivement, il y a la fameuse confrérie soufie Tidjaniya qui a fait pression. C'est une des plus grandes confréries soufis d'Afrique. Je crois qu'ils doivent être à peu près 25 ou 50 millions, je n'ai plus le chiffre exact. Donc c'est une pression considérable. Ensuite, parce que rien ne garantit la sécurité du président si jamais ça tournait mal. Je veux dire, l'armée peut se retourner. Et surtout de rappeler une chose importante. Le 1er septembre 69, Kadhafi a fait une révolution blanche, pas une balle tirée, pas un mort, quand il dépose des Sénoussi. Et là, on se rend compte que les 4 révolutions, c'était la 4e, on ne tire pas une balle. Non seulement il n'y a pas de mort, il n'y a personne qui est assassiné ou écarté par la force, mais surtout, et c'est plus important, la population est derrière ces forces armées. Donc ce sont des révolutions blanches, panafricaines, qui se réclament du sankarisme. Et quand vous écoutez les discours de tous les dirigeants, que vous alliez au Mali, au Burkina, c'est le pays de Sankara, en passant par le Niger, tous ont le même référentiel. Ils parlent de mouvements panafricains, ils parlent d'entraide et de soutien et d'en finir avec le fameux franc CFA, d'en finir avec la tutelle coloniale et post-coloniale, et d'en finir avec cette espèce de mise sous tutelle de toute une population qu'on a réduit quasiment à l'état d'esclave économique. C'est quand même incroyable. Donc, tous ces éléments ont fait que le Nigeria avait tout intérêt à reculer, parce que qu'est-ce qui garantit au Nigeria qu'il n'y ait pas des poussées de fièvre à l'intérieur du territoire, en se disant, mais vous vous rendez compte, vous attaquez nos frères, parce que ce sont des frères aussi, il faut le dire, Il y a beaucoup de populations du Nigérienne qui viennent du Niger et vice-versa. Qu'est-ce qui garantit que ces pouvoirs restent en place? Ils font une action de force qui sera considérée de façon très impopulaire par les populations africaines, parce qu'elles sont toutes panafricaines aujourd'hui, on le sait.
considérée comme une action pour exécuter les bases besognes de l'Occident. Et bien cela a fait reculer le président du Nigeria, qui, il se dit démocrate, doit écouter son Parlement, et a donc dû revoir sa copie en disant on va négocier. L'option militaire, ça arrive en dernier. Merci Gamel. Il y a une dernière question avant de clore cette émission. Une autre volte-face a été très intéressante durant ce dossier au Niger, c'est celle des États-Unis et de l'Union européenne qui d'habitude encouragent et saluent les interventions étrangères, mais sur le Niger s'abstiennent, bien au contraire prônent la voie démocratique. Jonathan, pourquoi cette volte-face presque d'une politique chez ces deux puissances? Déjà, il faut noter que les États-Unis ont compris très vite que il n'était pas de bon ton d'aller se liguer contre les intérêts des Africains, parce que les États-Unis, ayant fait leur analyse de la situation, savent que les révolutions qui sont menées, parce qu'ils parlent de coup d'État dans les médias français, mais en fait, il s'agit de révolutions. Et mon frère Gamal a très bien expliqué tout à l'heure comment est-ce que ces révolutions se passent. Donc, ces révolutions, il n'est pas question pour les États-Unis d'aller contre la vie des peuples majoritaires d'Afrique. C'est déjà une perspective que les États-Unis sont en train d'adopter. On a vu ce volte-face également en République centrafricaine concernant le référendum. On l'observe sur d'autres territoires. Donc, les États-Unis comprennent de plus en plus qu'en Afrique, il y a une opinion majoritaire qui est révolutionnaire. Au niveau de l'Union européenne, par contre, c'est véritablement un coup de massue pour la France, parce que la France fait partie quand même des leaders de la politique étrangère de l'Union européenne. Et la France a longtemps manœuvré pour que l'Union européenne soit embarquée dans ses aventures en Afrique. Là, on a eu un contre-pouvoir italien qui a véritablement réussi à contrecarrer les plans français. Madame Meloni a manœuvré pendant tout ce week-end pour que l'Union européenne s'abstienne de suivre la France dans ses aventures scabreuses en Afrique. Et le succès de la diplomatie italienne explique donc cette volte-face de l'Union européenne. On a donc deux perspectives. Les États-Unis qui tirent des leçons, qui comprennent que les enjeux actuels, ce n'est pas de se liguer contre l'opinion majoritaire africaine, et de l'autre côté, l'Italie, qui a très bien manœuvré. L'Italie, d'ailleurs, c'est de bonne guerre, parce que les Italiens estiment que tout le monde devrait avoir sa part parmi les Européens en Afrique, et que les Français ont pendant longtemps joui d'un privilège qui était un peu exagéré et qui était dû à une position historique de privilège en Afrique. Donc, les Italiens ont réellement réussi à assommer la diplomatie française et à passer un grand coup avec ce silence de l'Union européenne. Gamel, j'ai une dernière question à vous poser, et brièvement, si vous le voulez bien. On n'arrête pas de parler de la voie démocratique, plutôt de la voie de la diplomatie, ou encore pour parler de négociations. Ça consiste en quoi exactement, les négociations, les pourparlers avec les militaires au pouvoir au Niger? Alors le rêve, effectivement, des uns, c'est de rétablir Bazoum au pouvoir. La volonté des autres, c'est de créer un nouveau gouvernement qui ne serait pas affilié à Bazoum, qui était très très mal perçu comme étant un homme qui avait quand même humilié l'armée en disant que l'armée était incapable de rétablir la paix. Et ce qui se passe, ça a été dit par Jonathan, et j'en remercie. Ce qui est important, c'est de se rappeler que les États-Unis n'étaient pas à la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique avec les Européens. Ils n'étaient pas présents, et aujourd'hui les États-Unis, comme du temps de Kennedy, se satisfont parfaitement de l'effondrement de la France en termes de néocolonialisme économique. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir une bonne image de gens modérés qui vont avoir une part du gâteau, mais de façon sans passer par les armements maintenant, sans passer par l'armée, sans passer par la guerre, plutôt que de se rallier à une France qui est en perte de vitesse, on l'a dit, et qui se fait aussi railler par l'Italie. Il faut se rappeler que la relation franco-italienne n'est pas bonne, que les Français se sont moqués des Italiens qui étaient incapables d'endiguer l'arrivée des migrants, et aujourd'hui les Italiens, ils se font vraiment, ils ont rendez compte, c'est vous qui mettez la pagaille là-bas, alors que nous apaisons le débat. Eh bien, les Italiens sont perçus comme des alliés, alors que c'est quand même un pouvoir d'extrême droite qui sont aux commandes en Italie, mais qui reste quand même honnête par rapport à ces questions-là, avec une France qui n'est pas l'extrême droite, mais qui manifestement a eu beaucoup de mal à laisser tomber cette espèce de mainmise du franc CFA. Rappelons que c'est quand même le franc qui est dans cette région. C'est quand même incroyable. Le mot franc dit tout. Eh bien, cette monnaie de singe qu'on a mis en place, qui ne vaut rien, qui est inconvertible sauf peut-être pour l'euro, et surtout qui oblige les États à avoir une politique monétaire confisquée par l'État français. C'est ça la question qui se pose. Le franc CFA est détesté, l'éco n'est toujours pas arrivé, c'est un rêve qui est porté par le Nigeria et les États-Unis qui sont alliés du Nigeria, n'oublions jamais ça,
bien ils donnent là aussi, ils se sont rapprochés de l'Algérie, ils disent on va essayer de négocier, on ne va pas autoriser à nouveau un foyer d'incendie qu'on ne pourra pas éteindre. Très bien, merci Gamel. Merci, chers téléspectateurs, et merci à Jonathan Betangan d'avoir nous avoir accompagnés durant cette émission. Je vous remercie, Timane, et à bientôt à tous les téléspectateurs. Gamel, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Toujours un plaisir et merci de m'avoir invité pour ça. Madame, Messieurs, vous l'aurez compris, Cap sur l'Afrique de cette semaine touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.